Alors, troisième exercice de ce sujet 0 M Lyon. Un exercice avec une marche aléatoire, c'est-à-dire une chaîne de Markov, c'est-à-dire des graphes, un graphe ici probabiliste, et donc de l'algèbre linéaire, ce qui veut dire qu'on va encore faire de la diagonalisation de matrice comme il y avait dans l'exercice 1. C'est pour ça que je ne suis pas persuadé qu'on aura exactement cette configuration le jour du concours. Il y a quand même de la redite, c'est un petit peu agaçant. Moi, je pense qu'il y aura soit l'exercice 1, soit l'exercice 3. Enfin, en tout cas, un truc comme l'exercice 1 ou comme l'exercice 3, mais pas les deux. Enfin, bon, ça, c'est mon pronostic. Donc, on considère 3 points distincts du plan ABC. Le but de l'exercice est d'étudier le déplacement aléatoire d'un pion se déplaçant sur chacun des 3 points. À l'étape 0, le pion se trouve sur le point A. Ensuite, le mouvement aléatoire du pion respecte les deux règles suivantes. Le mouvement à l'étape n, de l'étape n à l'étape n plus 1 ne dépend que de la position du pion à l'étape n. Il ne dépend donc pas des positions occupées aux autres étapes précédentes. Ça, honnêtement, on pourrait se passer de cette phrase. Pour passer de l'étape n à l'étape n plus 1, on suppose que le pion a une chance sur 2 de rester sur place, sinon il se déplace de manière équiprobable vers l'un des deux autres points. On note AN l'événement machin machin. Et PNQNCN, des probabilités, bon bref, quelque chose de très classique. Partie 1. Un petit peu mieux. Question 1. Représenter la situation par un graphe probabiliste et expliquer pourquoi la matrice de transition est celle que l'on nous donne. Bon. Alors déjà, pour les graphes probabilistes, le programme dit que les sommets doivent être numérotés à partir de 1. Et ici, on aurait tendance à vouloir mettre ABC comme sommet. Donc, appelons 1, le sommet du graphe correspondant au point A. Correspondant au point A. 2, celui correspondant à B. Et 3, celui correspondant à C. Bon, ça c'est pour être raccord avec le programme. En vrai, je pense que vous pouvez mettre ABC. Alors, ouais, je pense que vous pouvez mettre ABC. Donc, on a le point 1, le point 2, le point 3. On nous dit qu'on a une chance sur 2 à chaque fois de rester sur le point sur lequel on a, et ensuite de passer de façon équiprobable de l'un à l'autre, c'est-à-dire un quart, un quart. Voilà le graphe que l'on a. Bon, la matrice de transition, pourquoi est-ce qu'elle est ce qu'on la donne? Parce que voilà, la matrice de transition du graphe, ou de la chaîne de Markov associée, enfin bref, tout ça c'est un petit peu la même chose. La matrice de transition et la matrice M des MIJ, avec I et J, donc on a 3 états, I, virgule J, ou MIJ, et la probabilité de passer, alors, et la probabilité, je vais dire les choses comme ça, d'arriver au sommet J en provenance du sommet I, c'est-à-dire la probabilité conditionnelle que le pion
soit en J à l'étape n plus 1, sachant qu'il était en I à l'étape n. On a donc la matrice de transition qui s'appelle M. Donc la probabilité de rester en 1 est de 1,5, et ensuite on a une chance sur 4 d'aller dans les deux autres directions. 1 quart, 1 demi, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 demi, c'est-à-dire si je mets 1 quart en facteur, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Voilà pour la première question, pas de difficulté majeure. Et même, j'ai envie de dire, en fait, le graphe, on va pas du tout le réutiliser, on s'en fiche. Mais bon, on nous le demande, donc il faut le faire. Question 2A. Déterminer P0, Q0, R0 ainsi que P1, Q1, R1. Bon, le mobile, le pion, étant A à l'instant initial. Donc, P0 est égal à la probabilité de l'événement A0, c'est-à-dire 1. Q0 égale la probabilité de B0, c'est-à-dire 0. R0 est égal à la probabilité de C0, c'est-à-dire 0. Donc, conclusion, P0 égale 1, Q0 égale R0 égale 0. Ça, c'est réglé. Question suivante. Non, ainsi que P1, Q1, R1. Donc P1, c'est la probabilité de A1, c'est-à-dire la probabilité que le mobile se trouve en A à l'étape 1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir A1 et A0, c'est-à-dire la probabilité de A0 multipliée par la probabilité de A1 sachant A0, c'est-à-dire 1 fois 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. Bon. Q1, ça sera quoi? La probabilité de B1, c'est-à-dire la probabilité de B1 et A0, c'est-à-dire la probabilité de A0 multipliée par la probabilité de B1 sachant A0, c'est-à-dire 1 fois 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. Et puis R1, ça sera égal à la probabilité de C1, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de A1 moins la probabilité de B1, c'est-à-dire 1 moins 1 demi moins 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. Et donc vous aurez P1 égale 1 demi, Q1 égale R1 est égal à 1 quart. Et c'est réglé pour la question 2A. Question 2B. Démontrer que pour tout n, on a la relation Vn plus 1 égale Vn multiplié par m. Très bien. Donc je me donne bien sûr un entier n. Vn plus 1, c'est Pn plus 1, Qn plus 1, Rn plus 1. Vn multiplié par m, c'est Pn, Qn, Rn, multiplié par 1 quart, multiplié par 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. C'est-à-dire 1 demi de Pn plus 1 quart de Qn plus 1 quart de Rn. 1 quart de Pn plus 1 demi de Qn plus 1 quart de Rn. Et enfin, 1 quart de Pn plus 1 quart de Qn plus 1 demi de Rn. Maintenant, il faut que je montre qu'il y a égalité entre les deux.
Pn plus 1, c'est la probabilité de An plus 1. Et je vais appliquer la formule des probabilités totales. Pour ça, il me faut un système complet d'événements. Je vais bien sûr choisir le système complet d'événements AN, BN, CN. Donc, or, AN, BN, CN est un SCE, mais que je vais écrire en intégralité, est un système complet d'événements, puisque AN inter BN égale vide, le pion ne peut pas être à la fois en A et en B. AN inter CN égale vide, BN inter CN égale vide pour les mêmes raisons. De plus, le pion est soit en A, soit en B, soit en C. Donc AN union BN union CN égale la totalité de notre univers, oméga. Donc d'après la formule des probabilités totales, en abrégé FPT, mais que je me garderai bien d'abréger, on a donc Pn plus 1 égale la probabilité de AN plus 1, c'est-à-dire la probabilité de AN multiplié par la probabilité sachant AN de AN plus 1, plus la probabilité de BN multiplié par la probabilité sachant BN de AN plus 1, plus la probabilité de Cn multiplié par la probabilité sachant Cn de AN plus 1. C'est-à-dire la probabilité de AN, c'est ce que l'on a noté Pn, multiplié par la probabilité d'y rester C1 demi, plus la probabilité de Bn, c'est-à-dire Qn, multiplié par la probabilité d'y aller, c'est-à-dire un quart, plus Rn multiplié par un quart. C'est exactement ce que l'on veut. De même, on aura Qn plus 1, c'est-à-dire la probabilité de Bn plus 1, c'est-à-dire la probabilité de AN multiplié par la probabilité sachant AN de BN plus 1, plus la probabilité de Bn multiplié par la probabilité sachant Bn de Bn plus 1, plus la probabilité de Cn multiplié par la probabilité sachant Cn de Bn plus 1. C'est-à-dire Pn multiplié par un quart, plus Qn multiplié par un demi, plus Rn multiplié par un quart. Et encore de même, alors là je vais carrément abréger, de même, Rn plus 1 sera égal à un quart de Pn plus un demi plus un quart de Qn plus un demi de Rn. Conclusion, pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à Vn multiplié par m. Encore une question de régler. Question suivante, question C. En déduire que Vn égale V0 multiplié par m à la puissance n pour tout n. Bon. Soit n appartenant à n. On pose Pn, la proposition Vn égale V0 multiplié par m à la puissance n. Pour n égale 0, ce qui correspond à l'initialisation, eh bien V0 est égal à V0 multiplié par l'identité, c'est-à-dire V0 multiplié par m à la puissance 0. P0 est vrai.
On se donne un entier n tel que la proposition Pn est vraie, c'est-à-dire tel que Vn est égal à V0 multiplié par m à la puissance n. Vn plus 1 est égal à Vn multiplié par m d'après la question précédente. C'est-à-dire qu'on va avoir V0 multiplié par m puissance n multiplié par m par hypothèse de récurrence. Est égal à V0 m à la puissance n plus 1. Pn plus 1 est donc vrai. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, Vn est égal à V0 multiplié par m à la puissance n. Voilà pour cette question de C. Et on passe à la partie 2. Question 3A. Justifier que la matrice A est diagonalisable. Donc ici on nous donne une nouvelle matrice A. A est symétrique. Donc diagonalisable. Ça, hop, c'est réglé. C'est une question de cours qui rapportera certainement pas beaucoup de points, mais qui est importante. Question B. Calculer a carré moins 5a. Donc a carré va être égal à 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, multiplié par elle-même. C'est-à-dire 4, 5, 6, 2 et 2, 4 et 1, 5, 2 et 1, 3 et 2, 5, 2 et 2, 4 et 1, 5, 1 et 4, 5 et 1, 6, je vais avoir 5 ici, et puis là, ici, je vais avoir 5, 5, 6. D'où a carré moins, on nous demande moins combien de a, moins 5a, est égal à, alors, 6 moins 10, donc je vais avoir moins 4, 5 moins 5, 0, 0, 0, moins 4, 0, 0, 0, moins 4, c'est-à-dire moins 4 fois l'identité. A carré moins 5a égale moins 4 fois l'identité. Hop, une question... Non, quelles sont les valeurs propres possibles de A? Donc évidemment, on a ça, c'est pour faire apparaître un polynôme annulateur. Hop, une nouvelle page. On a donc... Oh, je peux écrire ici. On a donc a carré moins 5a plus 4i3 est égal à la matrice nulle. D'où le polynôme p de x égale x carré moins 5x plus 4 annule la matrice A. Ces racines éventuelles sont donc des valeurs propres possibles de la matrice A. Or, x carré moins 5x plus 4, de la forme x carré moins sx plus p, donc 5, ça doit être la somme des racines s'il y en a, 4 leur produit. Si vous prenez 4 et 1, ça fonctionne, hein. 4 fois 1, 4, 4 plus 1, 5. Admet pour racine 1 et 4. Conclusion, le spectre de la matrice A est inclus dans l'ensemble 1, 4. En d'autres termes, 1 et 4 sont des valeurs possibles, des valeurs propres de A. On a terminé ça.
question C. Déterminer une matrice P inversible ainsi qu'une matrice D diagonale telle que A est égal à PDP-1. On calculera P-1. Très bien. Donc il faut qu'on s'assure que 1 et 4 sont des valeurs propres. Et en plus, on a besoin d'une base, en fait, des sous-espaces propres associés, ce qui nous permettra de déterminer la matrice P. Bon. Intéressons-nous donc à A moins l'identité. Donc on aura 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est assez sympathique. Et donc une matrice de rang 1. Donc soit x, y, z appartenant à ker de A moins I3. On a donc 3 fois x plus y plus z est égal à 0, c'est-à-dire par exemple que z est égal à moins x moins y. D'où x, y, z est égal à x, y, moins x, moins y, c'est-à-dire x facteur de 1, 0, moins 1, plus y facteur de 0, 1, moins 1. Ok. D'où ker de A moins I3 est égal à vect de ces deux vecteurs. Bon. Au passage, 1 est une valeur propre. 1 est valeur propre de 1. Et forcément, maintenant, on sait que, obligatoirement, eh bien, l'autre valeur est aussi une valeur propre, puisque ici on a un espace propre de dimension 2, on sait que la matrice est diagonalisable, donc obligatoirement on a une deuxième valeur propre, et comme la seule possible, c'est 4, on sait que 4 va être valeur propre aussi. Donc on peut directement s'intéresser à x, y, z, appartenant à ker de A moins 4 I3, c'est-à-dire le noyau de, si je retire 4, on va avoir moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Alors, est-ce que cette matrice ne serait pas la même, dommage, que celle du premier exercice? Bon, non. On a donc moins 2x plus y plus z égale 0, moins x moins 2y plus z égale 0, x plus y moins 2z égale 0. Et on doit résoudre ce système. Sachant que si j'ajoute mes deux premières lignes, on peut remarquer que L3 plus L2 est égal à moins L1. Donc ce système équivaut à, si je l'appelle S, x moins 2y plus z égale 0, x plus y moins 2z égale 0. C'est-à-dire que, je vais garder cette ligne-là, x moins 2y plus z égale 0. Et ici, si je prends ma deuxième ligne, que je fais L2 moins L1, je vais avoir 3y, moins 2, moins 1, moins 3z égale 0. C'est-à-dire que y est égal à z. Et donc j'ai x moins 2y, donc moins y égale 0, c'est-à-dire que z est égal à y et que x est aussi égal à y. D'où x, y, z est égal à y, c'est-à-dire y facteur de 1, 1, 1. Donc ker de A moins 4 fois l'identité est égal à vect de 1, 1, 1. Un petit peu long tout ça.
Mais donc, on en arrive à la fin. On peut donc choisir D égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4 et P égale. Alors, le premier vecteur que j'ai trouvé, les deux premiers, 1, 0, moins 1. Le deuxième, 0, 1, moins 1. Et le dernier, 1, 1, 1. Je vous rappelle que c'est un choix que l'on fait, puisque par exemple, je peux facilement échanger les deux premières colonnes et ça me donnera la même matrice D et ainsi de suite. Maintenant, on va déterminer P-1. Donc, on part de notre matrice P. De l'identité. Alors, ce qu'il y a d'assez sympathique, c'est que nos deux premières lignes, elles sont très bien. Donc, on va uniquement travailler avec la dernière, pour commencer. Et donc, la troisième ligne, qu'est-ce que je lui fais subir? Eh bien, par exemple, je vais l'ajouter avec la première. L1 plus L3. Donc, ici, j'ai 0. Ici, j'ai moins 1. Et ici, j'ai 2. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Si j'ajoute mes deux premières lignes, je vais avoir 1, 1, 1. Là, j'ajoute pas les deux premières lignes, j'ajoute la première avec la troisième. Donc, ça va me faire un 0 ici. Ensuite, il faudrait que j'élimine le moins 1. Donc, je vais conserver 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et ensuite, ma troisième ligne toujours, je vais lui faire la, non pas la première, mais la deuxième plus la troisième, ce qui va me faire 0, 0, 3 ici. 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et si je fais la première, je vais avoir 1, 1, 1. Très bien. Et donc maintenant, je vais devoir diviser la troisième par 3. Donc 0, 0, 1 en faisant L3 reçoit 1 tiers de L3. Donc je vais avoir ici 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. La deuxième, pour le moment, j'y touche pas. La première, je n'y touche pas non plus. Voilà, maintenant je vais plus toucher à la troisième. La deuxième, je vais faire la deuxième moins la troisième. Donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Si je fais la deuxième moins la troisième, ici je vais avoir moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, 2 tiers. 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers. Et ensuite pour la première, je vais faire la première moins la troisième. 1, 0, 0. 1 moins 1 tiers, ici je vais avoir 2 tiers. 0 moins 1 tiers, moins 1 tiers. Et 0 moins 1 tiers, ben moins 1 tiers. D'où P moins 1 est égal à 1 tiers, facteur 2. 2 moins 1, moins 1. Moins 1, 2, moins 1, 1, 1, 1. En espérant ne pas m'être trompé dans les calculs. On verra ça un petit peu plus loin. Question D. Démontrer que pour tout n, on a a puissance n égale p d puissance n p moins 1. Démontrer, donc là, de toute façon, on ne va pas couper une récurrence. C'est une question un petit peu chiante, pardon de le dire. Il y a zéro difficulté. On y va. Soit n appartenant à n. On pose Pn, la proposition a puissance n égale p d puissance n p moins 1. Pour n égale 0, vous avez a puissance 0 qui vaut l'identité. Vous avez p d puissance 0 p moins 1 qui vaut p fois l'identité fois p moins 1, c'est-à-dire pp moins 1, c'est-à-dire l'identité. D'où A0 égale P d puissance 0 P moins 1. La proposition P est vraie au rang 0. Soit n appartenant à n.
tel que la proposition Pn soit vraie, c'est-à-dire tel que a puissance n égale P d puissance n P moins 1. On va s'intéresser à a puissance n plus 1, c'est-à-dire a multiplié par a à la puissance n, c'est-à-dire P d P moins 1 multiplié par P d puissance n P moins 1 par hypothèse de récurrence. C'est-à-dire P d P-P-1, P-1P, ce qui nous fait l'identité, d puissance n P-1, c'est-à-dire P d puissance n plus 1 P-1. La proposition est vraie au rang n plus 1. Et il reste à conclure par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, a puissance n est égal à P d puissance n P-1. Et on a terminé cette question 3D. Question 4. La chaîne de Markov associée au graphe probabiliste de la question 1 a-t-elle un état stable? Lequel? Pour savoir s'il y a un état stable, il faut qu'on s'intéresse à notre matrice et savoir si notre matrice, eh bien, elle admet des valeurs propres ou pas. C'est ça que ça veut dire un état stable. Et alors, en fait, très exactement, c'est sa transposée. Bon. Mais ici, comme la matrice est symétrique, eh bien, la transposée et la matrice, c'est la même. Bon. On sait que la matrice M, c'est un quart de la matrice A. Bon. On sait également que A admet 4 comme valeur propre, associée au vecteur propre 1, 1, 1. D'après ce qui précède, A multiplié par le vecteur 1, 1, 1 est égal à 1, 1, 1. Non, est égal à 4 multiplié par 1, 1, 1. D'où, quand je prends ma matrice M, je vais avoir M multiplié par 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 quart de A multiplié par 1, 1, 1, c'est-à-dire 1 quart fois 4, donc 1, 1, 1. 1, 1, 1 est un vecteur propre de M associé à la valeur propre de M, 1. Donc la matrice M, elle a 1 comme valeur propre. Bon. Maintenant, si je regarde ça en termes de transposé, c'est-à-dire que si je regarde 1, 1, 1 multiplié par ma matrice M, ça c'est égal à quoi? Eh bien, si je transpose tout ça, ça va être égal à la transposée de M multipliée par la transposée de 1, 1, 1, que je transpose. Mais, comme la transposée de M, c'est M, je transpose ça, car M est symétrique. C'est-à-dire que je vais avoir la transposée de 1, 1, 1, c'est-à-dire 1, 1, 1. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Que le graphe va admettre un état stable. Alors, non, je ne vais pas conclure ça tout de suite. Je sais qu'il y a une valeur propre, donc ça c'est bien, ce qui va me permettre de déterminer l'état stable. Maintenant, le problème d'un état stable, c'est que ça doit être un état probabiliste, donc il faut que je trouve un vecteur propre dont les coefficients soient tous compris entre 0 et 1 et dont la somme soit égale à 1. Un état stable est un vecteur propre de la transposée de M ayant tous ses coefficients
dans l'intervalle 0, 1 et la somme de ces coefficients égale à 1. Comme 1, 1, 1 est un vecteur propre de la transposée de M, eh bien, un tiers, un tiers, un tiers. Alors, pourquoi je choisis un tiers? C'est parce que ces trois valeurs, comment dire, de 0, 1 dont la somme vaut 1, c'est-à-dire un tiers de 1, 1, 1, en est aussi 1. Conclusion. D'où un tiers, un tiers, un tiers est un état stable de la chaîne de Markov associé au graphe de la question 1. Évidemment, la suite, très probablement, va nous demander de montrer qu'on a convergence vers cet état stable. Question 5. Démontrer que m puissance n égale machin. Bon, bah pour ça, on va se servir de la relation de la question 3D. D'après 3D, pour tout n appartenant à n, vous avez a puissance n qui est égal à p d puissance n p-1. Donc, pour tout n appartenant à n, m puissance n qui est donc 1 quart de a à la puissance n vaudra 1 sur 4 puissance n multiplié par p d puissance n p-1. Je vais me donner un entier n et je vais calculer p d puissance n p-1. P d puissance n p-1 est égal, alors la matrice P, on revient dessus, 1, 0, 1, on va tricher, hop, petit copier-coller, éditer, coller, voilà, d puissance n, donc ça va être plus simple, 1, 0, 0, 0, 1, 0, alors c'est 1 puissance n normalement, mais qui fait 1, 4 puissance n, et la matrice P-1, elle était écrite ici, donc elle aussi, alors je ne vais pas copier-coller le 1 tiers, éditer, coller, voilà, et le 1 tiers, on va le mettre devant tout ce petit monde. Et ça tombe bien, puisque justement, l'énoncé nous parle du 1 tiers. Bon. On va donc avoir 1 tiers, on va vérifier que ça fonctionne. Donc on a 1, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, moins 1, 1. Multiplié par, alors quand je fais mon travail, je vais avoir ici 2, je vais avoir ici moins 1, je vais avoir ici moins 1. Ensuite, ici j'ai moins 1, là j'ai 2, là j'ai moins 1, là j'ai 4 puissance n, là j'ai 4 puissance n, là j'ai 4 puissance n. Donc, je vais avoir 1 tiers, 2. Alors, 2 plus 4 puissance n. Ça colle bien. Moins 1 plus 4 puissance n. Donc 4 puissance n moins 1. Moins 1, donc 4 puissance n moins 1. Ensuite, ici, j'ai 0, donc 4 puissance n moins 1. 2 plus 4 puissance n. 4 puissance n moins 1.
Ici, je vais donc avoir moins 2 plus 1 moins 1 plus 4 puissance n, donc 4 puissance n moins 1 moins 2, donc moins 1 plus 4 puissance n, donc 4 puissance n moins 1 et 1, 2 plus 4 puissance n. D'où, pour tout n appartenant à n, m puissance n est égal à 1 tiers multiplié par 4 puissance n, multiplié par la matrice qui nous intéresse, donc 4 puissance n plus 2, 4 puissance n moins 1, 4 puissance n moins 1, 4 puissance n moins 1, 4 puissance n plus 2, 4 puissance n moins 1, 4 puissance n moins 1, 4 puissance n moins 1, 4 puissance n plus 2. Bon, ces questions-là, je sais que vous n'en raffolez pas, mais bon. Ces questions de calcul ne sont jamais très agréables. Question B. Démontrer que Pn égale machin, très bien, soit n appartenant à n. On sait que Vn est égal à V0 multiplié par m à la puissance n. C'est-à-dire que Pn, Qn, Rn est égal à 1, 0, 0 multiplié par m à la puissance n. D'où Pn est égal à 1, 0, 0 multiplié par la première colonne de ça. Donc il faut regarder le premier coefficient. Donc on va avoir 1 sur 3 multiplié par 4 puissance n, 1, 0, 0 multiplié par 4 puissance n plus 2. Plus 0 fois les autres, ce qui nous donne ça. Ce qui va nous faire donc 1 tiers multiplié par 1 plus 2 sur 4 puissance n. Ok. Qn, on va avoir, c'est la deuxième colonne. Donc on va avoir 1 sur 3 fois 4 puissance n multiplié par 4 puissance n moins 1, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par 1 moins 1 sur 4 à la puissance n. Et enfin Rn sera égal à Qn, c'est-à-dire à 1 sur 3 fois 4 à la puissance n, multiplié par 4 puissance n moins 1, c'est-à-dire 1 tiers, multiplié par 1 moins 1 sur 4 puissance n. Les limites et interpréter les résultats. Question 6. Alors, donc, 4 puissance n tend vers 0 lorsque tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Pn va être égale à 1 tiers. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de Qn égale 1 tiers. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de Rn égale 1 tiers. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de l'état stable pour ça? Ben non. Mais on peut remarquer qu'il y a convergence vers l'état stable. Interpréter ces résultats à très long terme. N tend vers plus l'infini. Le pion a quasiment autant de chances de se trouver sur chacun des points ABC. Voilà l'interprétation que l'on peut donner. Et on a terminé la partie 2. Partie 3. Question 7. Alors, donc xn égale 1 si l'événement an est réalisé, xn égale 0 si an n'est pas réalisé, donc si an bar l'est. Interpréter la variable Sn est égale à x1 plus x2 plus xn. Bon.
c'est-à-dire la somme des xi. Pardon. Donc qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Eh bien en fait, Sn est égal au nombre de x k, k appartenant à 1n, égaux à 1, c'est-à-dire au nombre d'événements, au nombre sans s d'événements à k, toujours avec la même chose réalisée. Sn compte donc le nombre de fois où le pion s'est trouvé au point A lors de n étapes de cette expérience. Lors de n étapes de cette expérience. E de Sn. Si jamais Sn a une espérance, mais ça va être le cas, hein, E de Sn est donc, alors ils mettent E, un double barre à E, et donc le nombre moyen de passage au point A lors de n étapes de cette expérience. Voilà pour cette question 7a. 7b. Calculer l'espérance de la variable aléatoire Sn. Déjà, on peut remarquer que xi, pour tout n appartenant à n, xn est une variable de Bernoulli. De probabilité Pn. Donc xn admet clairement une espérance. Xn, pour tout n appartenant à n, xn admet une espérance égale à Pn. Par linéarité, Sn admet une espérance non, c'est pas ça qu'on nous demande. Bon, on a répondu en fait. Hein. Je voulais aller un petit peu plus loin, mais j'imagine que ça doit être la question d'après. Question C. En déduire le nombre moyen de passage en A entre l'étape 1 et l'étape n. Eh bien, ce nombre moyen est E de Sn. E de Sn est égal à l'espérance de la somme pour i allant de 1 à n des xi, c'est-à-dire la somme des espérances par linéarité de celle-ci, par linéarité de l'espérance,
hop, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n des PI, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n. PI, on l'a juste avant, c'est pour ça qu'on nous le donne, des 1 tiers de 1 plus 2 sur 4 à la puissance n, c'est-à-dire par linéarité de la somme, c'est-à-dire 1 tiers de la somme des 1, plus 2 fois la somme des 1 sur 4, le tout à la puissance n, je vais l'écrire comme ça. C'est-à-dire 1 tiers multiplié par n, plus 2 fois 1 moins 1 quart puissance n plus 1 sur 1 moins 1 quart moins 1. On commence à i égale 1 et non pas à i égale 0. C'est-à-dire 1 tiers de n plus 2 fois 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1 divisé par 3 quarts moins 1. C'est-à-dire, je me rends compte que dans un corrigé que j'ai vu, il y a une faute à ce moment-là, ils n'ont pas retiré le 1. Donc 1 tiers facteur de n plus... Alors, 1 moins 1 quart à la puissance n plus 1 moins 3 quarts, le tout sur 3 quarts, fois 2. Donc 1 tiers facteur de n plus 1 moins 3 quarts, ce qui va nous faire 1 quart moins 1 quart à la puissance n plus 1. C'est comme ça, multiplié par 4 tiers, multiplié par 2. Voilà. C'est-à-dire, donc, n sur 3, plus 1 tiers, multiplié par 1 tiers, donc 1 neuvième, avec le 2 neuvièmes. 1 quart multiplié par 4, ça va nous faire 1, moins 1 quart à la puissance n plus 1 multiplié par 4, 1 quart à la puissance n. Donc ça, c'est l'espérance de Sn. Voilà pour cette question 7c. Question 8. On définit la variable aléatoire TB de la façon suivante. TB est le numéro de l'étape à laquelle le pion passe pour la première fois en B. Et dans le cas où le pion ne passe jamais en B, on pose TB égale 0. Le but de cette question est de déterminer la loi de la variable TB ainsi que son espérance. Bon. Calculer les probabilités P de TB égale 1 et P de TB égale 2. P de TB égale 1 vaut 0 puisque à l'étape 1, le pion est en A. P de TB égale 2. Pour avoir TB égale 2, eh bien, il faut que le pion... c'est-à-dire qu'on va avoir... si TB égale 2, donc on a A1 et B, comme ça qui s'appelle B2. C'est-à-dire la probabilité de A1 multipliée par la probabilité de B2 sachant A1, c'est-à-dire une fois un quart, c'est-à-dire un quart. Donc la probabilité de TB égale 1 vaut 0, la probabilité de TB égale 2 vaut un quart.
Voilà pour cette question. Question 8b. Sur n appartenant à n, exprimez l'événement Bn bar à l'aide des événements à n et Cn. Est-ce qu'on nous donne... oui, non, Bn bar. Donc soit n appartenant à n. Si j'ai Bn bar, ça veut dire que le mobile à l'instant n, le pion à l'instant n n'est pas en B. Donc s'il n'est pas en B, ça veut dire qu'il est en A ou en C. Si le pion, si à l'instant n, le pion n'est pas en B, il est soit en A, soit en C. Question B, réglée. Question C. Démontrer que P de B3 inter B2 bar inter B1 bar est égal à 1 quart de P de B2 bar inter B1 bar. Ouf. Alors, avec un petit peu de chance là-dedans, les événements en question vont être les bons. Alors, l'événement B1 bar inter B2 bar. Non, oui, puisqu'on nous demande la probabilité de B2 bar inter B1, enfin de B3 sachant B2 bar inter B2 bar, on nous demande ensuite de montrer qu'elle vaut un quart. Donc, ça va être un petit peu agaçant, je pense. Donc, si on nous a fait montrer juste avant, enfin, on nous a fait penser au fait que Bn bar c'était An union Cn, donc je vais m'intéresser à B2 bar inter B1 bar. Et ça sera donc B2 bar, c'est A2 union C2, inter A1 union C1. Bon. Néanmoins, on sait que le pion est au départ en A, donc ici on pourrait dire simplement que B1 bar exceptionnellement, c'est C1, c'est A1. Qu'est-ce que l'on va avoir là-dedans? On va donc avoir, si on distribue, on va avoir du A1 inter A2, ou C1 inter A2, ou, quoique, on peut être plus malin que ça, A2 union C2 inter A1, c'est-à-dire A2, A1 inter A2 union A1 inter C2. Très bien. C'est une union disjointe, donc la probabilité d'avoir B2 bar inter B1 bar vaut la probabilité d'avoir A1 et A2 plus la probabilité de A1 inter C2 par incompatibilité. Ça c'est réglé. Cette probabilité-là, elle peut se calculer. On a un demi plus un quart, c'est-à-dire 3 quarts. D'un autre côté, si on a B3
B3 inter B2 bar inter B1 bar, c'est-à-dire B3 inter A2 union C2 inter A1. On a B3 inter ce qu'on avait au-dessus. A1 inter A2 union A1 inter C2. C'est-à-dire que l'on va avoir B3 et A1 et A2 ou A1 inter C2 inter B3 en fait. Conclusion, cette probabilité de B3 inter B2 bar inter B1 bar sera égale à la probabilité d'avoir A1 inter A2 inter B3 plus la probabilité d'avoir A1 inter C2 inter B3, toujours par la même incompatibilité. Et ensuite, si j'utilise la formule des probabilités composées, je vais avoir, je vais l'écrire une fois, A1 multiplié par P2, sachant A1 de A2, multiplié par la probabilité de B3, sachant A1 et A2, de B3, en fait, sachant A2 nous suffit, plus la probabilité de, bon, je vais l'écrire, multiplié par la probabilité de C2, multiplié par la probabilité, sachant A1 et C2 de B3, par la formule des probabilités composées. C'est-à-dire P2A1 C1 multiplié par P2A2 sachant A1 C1 demi multiplié par P sachant A2 seulement de B3 plus 1 fois 1 quart fois la probabilité sachant C2 seulement de B3, c'est-à-dire 1 fois 1 demi fois 1 quart plus 1 fois 1 quart fois 1 quart, c'est-à-dire 1 huitième, plus 1 16e, c'est-à-dire 3 16e, c'est-à-dire 3 fois, c'est-à-dire 3 fois 3, non, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, 1 quart fois 3 quarts, c'est-à-dire 1 quart, multiplié par la probabilité de B2 bar inter B1 bar. Conclusion, la probabilité qui nous est demandée, c'est-à-dire la probabilité pardon, de B3 inter B2 bar inter B1 bar est égale à 1 quart de la probabilité de B2 bar inter B1 bar. Et donc ça, savoir qu'il fallait passer par les événements, c'est pas forcément simple à deviner, mais la question 8A, qui était une question, non pardon, pas 8A, 8B, qui était une question tout à fait triviale, elle est juste là pour vous faire penser à cette idée-là. Dans la suite, on admettra que la probabilité de Bn plus 1 sachant Dn est égale à 1 quart. Bon, on l'admettra. Question D. Calculer la probabilité de Tb égale K. En déduire la probabilité d'avoir Tb qui soit égal à 0. D'accord. La probabilité que Tb soit égal à K. Donc soit K appartenant à n étoiles. Si vous avez Tb
qui vaut K, c'est-à-dire que vous avez la probabilité d'avoir B1 bar inter B K-1 bar inter BK, puisque c'est la première fois que vous passez en B, c'est au moment K. Donc c'est la probabilité de l'intersection pour K, alors pas pour K, mais pour I, allant de 1 à K-1 des BI bar inter BK. Et cet événement-là, on l'a noté dk-1, donc la probabilité de dk-1 inter bk. C'est-à-dire que l'on va avoir la probabilité de dk-1 multipliée par la probabilité sachant dk-1 de bk par la formule des probabilités composées. Ok. C'est-à-dire que l'on a un quart de la probabilité de dk-1. Reste à calculer cette probabilité de dk-1. Bon. Comment l'obtenir? C'est la probabilité donc de cette intersection. Or, la probabilité de dk-1, c'est la probabilité de cette intersection. Des BI bar. Donc il nous reste à calculer cette probabilité, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir la probabilité de B1 bar multipliée par la probabilité sachant B1 bar de B2 bar multipliée par la probabilité sachant B1 bar et B2 bar, alors je ne vais pas les faire tous évidemment, de B3 bar et ainsi de suite, multipliée par la probabilité sachant B1 bar et BK-2 bar de BK-1 bar. Or, on a dit que la position à un moment donné ne dépendait que de la position d'avant. C'est-à-dire que ça va être égal à la probabilité de B1 bar multiplié par la probabilité sachant B1 bar de B2 bar multiplié par la probabilité sachant B2 bar de B3 bar multiplié par la probabilité sachant BK-2 bar de BK-1 bar. Une nouvelle page. Et en fait, toutes ces probabilités-là, elles vont être égales. Or, pour tout i dans 1 jusque k-2, on va évaluer la probabilité sachant bi bar de bi plus 1 bar. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 moins la probabilité sachant bi bar de bi plus 1. Et donc, or, la probabilité sachant bi bar de bi plus 1, c'est donc la probabilité d'avoir bi bar inter bi plus 1 divisé par la probabilité d'avoir bi bar. Et bi bar, c'est AI inter CI. Donc je vais avoir AI union CI, pardon, inter bi plus 1 divisé par la probabilité de AI union CI.
Or, AI et CI sont incompatibles. Donc on va avoir la probabilité de AI inter BI plus 1. Alors, non, ici, là, non. Union CI, pardon, inter BI plus 1. Et là, on va avoir de l'incompatibilité aussi, divisé par la probabilité de AI plus la probabilité de CI par incompatibilité de AI et CI. Au numérateur, je vais donc avoir la probabilité de AI inter BI plus 1 plus la probabilité de CI inter BI plus 1 divisé par cette somme de probabilités par incompatibilité de AI inter BI plus 1 et CI inter BI plus 1, elle-même liée à l'incompatibilité de AI et CI. Et donc je vais avoir la probabilité de AI multipliée par la probabilité sachant AI de BI plus 1 plus la probabilité de CI multipliée par la probabilité sachant CI de BI plus 1. Le tout divisé par... le tout divisé par la probabilité de AI plus la probabilité de CI. C'est-à-dire que je vais avoir la probabilité de AI multipliée par BI plus 1, sachant AI c'est un quart, plus la probabilité de CI multipliée par l'autre c'est un quart aussi, divisé par la probabilité de AI plus la probabilité de CI. Et je vais donc avoir un quart de la probabilité de AI plus la probabilité de CI sur la probabilité de AI plus la probabilité de CI. Et donc ça me fait un quart. Conclusion de tout ça, c'est un petit peu long, mais c'est nettement mieux que ce que j'ai pu voir comme correction de ce truc-là. La probabilité de BI plus 1 bar sachant BI, pour tout i dans 1K-2, la probabilité de BI plus 1 bar sachant BI bar vaut 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Conclusion de tout ça, on en déduit que la probabilité de D, je ne sais plus combien, de DK-1 est égale à la probabilité de A1 multipliée par 3 quarts à la puissance ce qui reste, c'est-à-dire K moins K-2. On a 1 multiplié par 1 quart, 1 quart, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts à la puissance K-2 est égal donc à 3 quarts à la puissance K-2. Conclusion de tout ça, on a alors la probabilité de DK-1, c'est pas ça qu'on voulait, c'est la probabilité que TB soit égal à K, qui vaut 1 quart multiplié par 3 quarts à la puissance K-2, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Égal à K. 3 quarts à la puissance K-2. Non, ça doit être bon. Et c'est cohérent avec ma formule. Donc voilà ce que l'on a. Ça marche.
En déduire la probabilité que TB égale 0. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information? Eh bien, la probabilité d'avoir TB égale 0, c'est donc 1 moins la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des probabilités de TB égale k, c'est-à-dire 1 moins, je peux sortir directement le 1 quart, multiplié par la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des 3 quarts à la puissance k-2, c'est-à-dire 1 moins 1 quart. Je fais un petit changement d'indice, donc i allant de 0 à plus l'infini des 3 quarts à la puissance, il faut que je pose k-1, donc je vais avoir du i-1 en posant i égale k-1. C'est bien ça. Et donc, alors le i-1 m'embête. Je vais avoir donc 1 moins 1 quart. Il faut que je remette 1 là-dedans. Donc je vais multiplier ça par 4 tiers. Somme pour i allant de 0 à plus l'infini des 3 quarts à la puissance i, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers de 1 sur 1 moins 3 quarts. Je suis en train de me dire que je vous ai dit une bêtise. Appartenant à n étoiles, oui. Et donc ici, de TB égale K, moins K égale 2. Ici, je vais poser K moins 2. Puisque, car la probabilité que TB soit égale à 1 vaut 0. Elle ne suit pas la même formule. Donc ici, on va avoir directement la puissance i. Et donc, j'ai pas besoin de ce 4 tiers. Et ici, je vais avoir non pas un tiers, mais un quart. C'est-à-dire 1 moins 1 quart multiplié par 4, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire 0. D'où la probabilité d'avoir TB égale 0 vaut 0. En d'autres termes, le pion va forcément, à un moment donné, passer au point B. Il nous reste une question. Question E. Justifier que la variable aléatoire TB admet une espérance. Quelle est l'espérance de TB? Eh bien, TB admet une espérance si et seulement si la somme pour k allant de 0, pour k supérieur à 0, des kp de TB égale k converge absolument. Et cette probabilité, cette somme, qu'est-ce qu'elle vaut? Somme pour k supérieur à 0 des kp de TB égale k. C'est donc la somme pour k supérieur à 1 des kp de TB égale k. Mais comme pour k égale 1, elle vaut aussi 0, c'est-à-dire la somme pour k supérieur ou égal à 2 des kp de TB égale k, puisque, toujours pareil, TB égale 1 vaut 0. C'est-à-dire la somme pour k supérieur à 2 des k multiplié par la probabilité que TB soit égal à k, c'est-à-dire 1 quart multiplié par 3 quarts à la puissance k-1, qui a la même nature que la somme pour k plus grand que 1 des k 3 quarts
à la puissance k-1 qui convergent en tant que série géométrique dérivée puisque 3 quarts est compris entre moins 1 et 1. Donc, TB admet une espérance. Et son espérance, c'est donc la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des 1 quart, k 3 quarts à la puissance k-1, c'est-à-dire 1 quart multiplié par la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k 3 quarts à la puissance k-1, c'est-à-dire 1 quart multiplié par 1 sur 1 moins 3 quarts au carré, moins ce qui se passe pour k égale 1 qu'il ne faut pas oublier. Pour k égale 1, la somme vaut 1. C'est-à-dire que vous allez avoir 1 quart, facteur de 1 sur 1 moins 3 quarts au carré, ce qui vous fait 1 quart, ce qui vous fait 1 16e, moins 1. C'est-à-dire 1 quart multiplié par 1 sur 1 16e, c'est-à-dire 16 moins 1, c'est-à-dire 15, c'est-à-dire 15 quarts. L'espérance de TB vaut 15 quarts. Un tout petit peu moins que 4. Ce qui veut dire que, en moyenne, on passe pour la première fois au point B en un peu moins de 4 étapes. Et voilà pour ce dernier exercice de ce sujet 0.